Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Camille Lombardo et vous écoutez Nos Différences Invisibles, le podcast qui casse les préjugés sur les troubles du neurodéveloppement et donne la parole aux concernés. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire d'Ariane, qui a passé 49 ans de sa vie dans le questionnement et l'incompréhension. Elle nous raconte son parcours diagnostique et ses ressentis avec une grande sincérité. Donc voici mon enregistrement. Je m'appelle Ariane, j'ai 51 ans. J'ai comme diagnostic TDA et TSA. Alors pour quelles raisons j'ai souhaité témoigner? Je pense que c'est très important de témoigner, surtout pour les personnes qui sont encore en questionnement. Parce que moi, c'est grâce au témoignage de quelqu'un d'autre que j'ai pu me diriger vers le bon diagnostic et surtout me comprendre et comprendre ma personnalité. Quand on est dans la détresse, dans la compréhension de soi-même, entendre l'expérience des autres, ça permet parfois d'ouvrir les yeux et d'avancer soi-même. Donc pour moi, c'est important de partager avec les autres mon expérience. Comment s'est passée mon enfance? C'est assez complexe à expliquer. Je me sentais très différente des autres enfants. J'étais très solitaire. Jouer avec les autres enfants ne m'intéressait absolument pas. J'avais l'impression de ne pas du tout avoir les mêmes intérêts. Je ne comprenais pas les interactions entre les enfants. J'avais pas vraiment d'amis. Les seuls amis que j'avais eus dans l'enfance, c'est les personnes qui sont venues vers moi et qui ont voulu être mon ami. Moi, ça ne m'intéressait pas particulièrement d'avoir des amis. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance parce que tout est dans une sorte de brouillard. On m'a expliqué plus tard, après le diagnostic, que souvent les autistes ont une mémoire traumatique. C'est-à-dire, on se rappelle de choses qui nous ont particulièrement marquées. Et donc, j'ai des flashs, des choses dont je me souviens très bien. Et puis, le reste, c'est une sorte de vague souvenir. C'est pour ça que les gens qui ont vécu avec moi dans mon enfance sont très importants à mes yeux parce qu'ils sont un peu mon témoignage, ils sont mon témoin. Et souvent, j'ai une amie d'enfance avec qui je parle de notre enfance commune. Et malheureusement, on est éloignés géographiquement, alors on ne se parle pas souvent, mais pour moi, c'est important de temps en temps de l'entendre nous raconter, en fait, et raconter que j'ai fait ci ou ça. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup de mal à raconter mon enfance. De ce que en dit mon entourage aussi. Maman m'a toujours dit que j'étais un bébé très calme, qui pleurait pas. Donc pour elle, c'était vraiment un réconfort parce que mon grand frère de 3 ans, mon aîné, était lui par contre un bébé qui pleurait énormément, quasiment tout le temps. Ce qui a fait hésiter mes parents d'avoir un deuxième enfant. Mais finalement, voilà, ils m'ont eu et c'était plutôt un soulagement. J'étais débrouillarde, indépendante. Voilà, je pense que de ce que je me souviens, j'étais une petite fille qui réfléchissait beaucoup à le pourquoi du comment des choses, de l'univers. Oui, j'avais beaucoup de mal à comprendre l'autorité. Mais là, je vais passer sur comment s'est déroulée ma scolarité. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que justement, au tout début, je ne comprenais pas comment des personnes qui n'étaient pas mes parents me disaient quoi faire et quoi pas faire. Donc une sorte de refus de l'autorité. Et le système scolaire ne m'a jamais convenu. Toutes ces règles, pas que je ne respecte pas les règles, justement. Pour moi, c'est important de respecter les règles, mais les règles quand elles ont une logique. Les règles, quand on ne les comprend pas et quand on ne vous les explique pas et qu'on vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est très, très compliqué à assimiler.
Et c'est malheureusement ce à quoi ressemble notre système scolaire. Comme je suis TDA, j'avais beaucoup de problèmes de concentration. Je rêvais beaucoup en classe. J'étais une rêveuse. Donc je passais à côté de beaucoup de choses. J'avais pas de bonnes notes. Les matières qui m'intéressaient, là, j'avais aucun problème. Et puis quand ça m'intéressait pas, je voyais pas l'intérêt. Je voyais pas pourquoi je devais étudier ces choses-là parce que je me disais qu'est-ce que ça va m'aider dans la vie de savoir de telles choses. Les matières qui ne m'intéressaient pas, en général, j'étais en échec, ou en tout cas avec des notes assez limites. À 16 ans, mes parents étant inquiets de mon parcours scolaire et se demandant ce que j'allais devenir, m'ont fait faire un test d'orientation qui est devenu un test de QI. Et je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et la psychologue qui m'a fait faire le test était assez enthousiaste. Et elle a dit à mes parents que je pourrais faire toutes les études que je voulais. De toute façon, j'y arriverais parce que j'étais très intelligente. Bon, ça n'a pas tout à fait été comme ça, parce que c'était sans compter, malheureusement, le TDA qui a été diagnostiqué beaucoup trop tard pour que je puisse profiter des médicaments pour m'aider à étudier. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à consulter ? Ça a été en plusieurs phases. Donc, il y a eu le test à 16 ans. Puis, très longtemps après, une quinzaine d'années après, je consultais une psychologue régulièrement parce que j'avais eu des grossesses qui se sont très mal passées. Et plusieurs fois, elle était revenue sur le fait que peut-être je devrais me faire tester pour le TDA. Au début, je ne l'écoutais pas vraiment parce que ce n'était pas ma préoccupation. Et puis à un moment, à force d'insister, je lui ai dit, bon, je vais aller me faire tester. Et effectivement, j'ai découvert qu'à ce moment-là, donc j'avais déjà 32 ans, que j'avais un TDA. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. D'abord, j'ai commencé à prendre la Relatine. Et du jour au lendemain, ça a vraiment amélioré mes capacités parce que je faisais un travail qui demandait énormément de concentration et j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal à faire ce boulot. Imaginez un TDA qui doit rester devant un ordinateur 8 heures par jour sans bouger, à essayer d'emmagasiner des données, c'était une véritable torture. Et du jour au lendemain, quand j'ai pris la Relatine, ça a été formidable. Tout à coup, c'est comme si on m'enlevait un voile du cerveau et j'étais super focus sur ce que je faisais. Je comprenais ce que je faisais, je retenais ce que je faisais et ça m'a vraiment sauvée au niveau du boulot. Donc ça a été pour le TDA, mais je sentais bien que donc après j'ai lu plein de choses sur le TDA et effectivement je me reconnaissais dans beaucoup de choses, mais pas tout. Il y avait toujours un petit quelque chose où je me disais oui, j'ai un TDA, ça c'est certain, mais pas que. Mais je ne savais pas quoi. Donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin comme ça. Et quelques années plus tard, à peu près 15 ans plus tard, j'ai mon amie d'enfance avec qui je m'étais... Elle était mon amie d'enfance depuis l'âge de 6 ans. Je pense qu'on s'était rapprochés parce qu'on se sentait toutes les deux différentes. Déjà à cet âge-là, moi je me rappelle qu'à 6 ans, à l'école, je racontais que j'étais un extraterrestre. Et sincèrement, j'y croyais. Tellement je me sentais pas connectée à la réalité que je voyais autour de moi. Donc cette amie m'a contactée. Elle vit loin de moi maintenant, mais elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, écoute, il y a un congrès d'Ouance. Je pense que ça te concerne. Tu devrais l'écouter. Je lui ai dit, bah oui, je sais que ça me concerne, vu qu'à 16 ans, j'ai fait des tests de QI. Bon, ça n'a pas changé ma vie. Mais bon, je vais l'écouter, pourquoi pas. Et dans ce congrès d'Ouance, il y a
une personne qui a fait une conférence. Et là, ça a véritablement... là, je me suis vraiment pris une baffe. C'est Alexandra Reynaud qui raconte son parcours, qui est TSA et HPI. Et là, franchement, je me suis dit, mais elle est en train de raconter ma vie, elle est en train de raconter ce que je ressens, ce que j'ai toujours ressenti. Donc, j'avais plus vraiment de doute. Je me suis dit, ça y est, c'est ça. Je crois que j'ai jamais de ma vie pris une décision aussi rapide. Je crois que le lendemain ou le surlendemain, j'avais déjà envoyé un mail au CRAL, le Centre de ressources autisme de Liège, qui était à l'époque le seul en Belgique à faire des diagnostics adultes. J'ai reçu une réponse comme quoi il fallait prendre en considération que la liste d'attente était de 2 ans. J'ai répondu qu'il n'y avait pas de problème, j'allais attendre. J'avais attendu 47 ans pour m'intéresser au sujet, ou 46 ans, je ne sais plus quel âge j'avais. Alors pourquoi pas attendre encore un petit peu. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin en ne pensant plus trop à tout ça, en m'y intéressant, mais voilà, il y avait des jours où je me disais oui, des jours où je me disais pourquoi, des jours où je me disais non. 2 ans passent, toujours pas de nouvelles, donc je les recontacte. Et là, ils me disent qu'ils ont du retard sur les rendez-vous et que dans quelques mois, ils me recontacteront. Ce qui fut fait. Donc après 2 ans et demi d'attente, j'ai eu mes premiers rendez-vous et après 3 ans, j'ai eu le diagnostic TSA confirmé. Ça a été à la fois un soulagement, mais aussi c'est assez particulier à 49 ans de se rendre compte qu'en fait tout ce qu'on pensait être un fonctionnement normal, je dirais, d'une personne, en fait vous est propre et n'est pas le fonctionnement de la plupart des gens. Le TND chez moi, comment il se manifeste? Principalement des hyper et hyposensibilités. Je suis hypersensible au bruit, à la lumière. Je suis très très sensible à la température, à la chaleur. C'est-à-dire qu'en dessous de 25 degrés, j'ai froid et au-dessus de 25 degrés, j'ai chaud. Pour que je sois bien, il faut qu'il fasse 25 degrés. Sinon, c'est très compliqué pour moi de mettre le doigt sur qu'est-ce qui se définit chez moi comme pour mon TSA surtout, parce que pour ça, il faut bien comprendre comment les neurotypiques fonctionnent. Or, j'ai pas encore vraiment de réponse à ça parce que c'est leur fonctionnement qui m'est complètement étranger. Donc, je sais pas comment les personnes dites normales fonctionnent. Donc je peux pas dire quelles sont les différences. Souvent on me pose la question, on me dit mais c'est quoi être autiste chez toi? Je peux pas répondre à cette question, c'est très très compliqué. Il faudrait que je réfléchisse à une réponse type parce que c'est souvent cette question qui revient et je me retrouve toujours à court. Sinon le TDA, à mes yeux, est beaucoup plus frustrant parce que c'est très, très handicapant dans la vie de tous les jours, surtout quand on est maman. Le TDA provoque une sorte de chaos qui n'est pas appréciable quand on essaye d'organiser la vie d'une famille. Et surtout, c'est très paradoxal d'avoir un TDA et un TSA ensemble. Ça provoque quand même une souffrance parce que le TSA tend à avoir tout bien organisé autour de lui, de l'ordre, des routines, visuellement que tout soit clean, à plat. C'est quelque chose de très reposant pour un TSA. Mais par contre, le côté TDA vient foutre le bordel, donc c'est très, très perturbant, ça me rend très souvent très malheureuse parce que mon côté TSA n'aime pas du tout mon côté TDA parce que justement j'ai beaucoup de mal à organiser ma vie et à m'organiser aussi physiquement chez moi,
à ce que tout soit aussi bien clean et rangé que ce que je voudrais. Donc ça provoque parfois des crises et des énervements contre moi-même. Donc je pense qu'être TDA et TSA ensemble, ça a des avantages, mais ça a quand même certains avantages, c'est que comme j'ai dit, le TSA tend à, à faire que la personne a besoin d'habitude, de routine et de choses figées en fait parce que ça rassure, alors que le TDA a besoin de changement, de bouger, d'aventure, je dirais. Donc là, c'est le côté positif du TDA qui fait un peu, qui sort un peu le TSA de sa zone de confort. Parce que j'ai besoin continuellement de changement, j'aime bien changer les choses, j'aime bien bouger. Oui, ça me perturbe, par exemple, de partir en vacances ou des choses comme ça, mais j'ai besoin de changer d'air de temps en temps. Donc je me fais un peu violence des deux côtés. Qu'est-ce que le diagnostic a changé dans ma vie? Ça m'a permis principalement de commencer à essayer de comprendre mon fonctionnement, de me rendre compte que mon fonctionnement n'était pas celui des autres, ce qui provoquait énormément de conflits, je dirais, avec les autres personnes, parce que je ne les comprenais pas, pensant que tout le monde fonctionnait comme moi. Si les autres personnes faisaient certaines choses qui n'étaient pas dans mon mode de fonctionnement, c'était pas clair, c'était pas compréhensible. Donc maintenant, j'apprends à comprendre le fait que le fonctionnement est très différent chez moi que chez la plupart des personnes. J'ai pas d'aménagement particulier. Je travaille 20 heures semaine dans un magasin et j'ai la chance d'avoir un manager qui est très 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 compréhensif, qui fait tout pour m'aider dans la mesure du possible, évidemment, tout en restant équitable avec le reste de l'équipe. Il n'y a pas en Belgique comme en France, de dossiers MDPH, des choses comme ça. Je pense qu'il y a une reconnaissance de handicap qu'il y a moyen d'essayer d'obtenir, mais ça n'apporte rien. On n'y gagne rien du tout, ni au boulot, ni au niveau du boulot, je pense pas, ni au niveau de la vie quotidienne. Et puis c'est un sacré parcours du combattant et ayant de gros problèmes avec tout ce qui est administratif. J'ai beaucoup de mal à commencer les démarches. J'ai pas très envie de le faire. Je me dis que je le ferai peut-être un jour, mais si je suis accompagnée. Or, pour le moment, je dois avouer que je sais pas très bien qui pourrait m'accompagner pour entreprendre ces démarches. Donc dans ma vie, c'est plutôt du côté personnel et des choses comme ça que le diagnostic a changé des choses. Ça a changé aussi beaucoup. Ça a changé beaucoup de choses pour mes enfants surtout, mais ça je l'expliquerai un peu plus tard quand je parlerai de mes enfants après, parce que je ne veux pas mélanger mon parcours avec celui de mes enfants. Alors dans ma vie actuelle, pour le moment, donc comme je l'ai dit, je travaille 20 heures semaine dans un magasin. Je suis divorcée parce qu'après 20 ans de mariage, j'ai compris que j'étais avec une personne toxique et que ça ne me convenait pas, ça ne me convenait plus. Ça ne m'a jamais convenu, mais là, ma fille commençait à en payer le prix, étant une jeune adolescente qui avait besoin de se construire. Je pense que se construire à côté d'une personne toxique n'est pas positif. Donc voilà, donc j'ai divorcé je me suis séparée il y a 3 ans. Et pour le moment, la vie amoureuse, il n'y en a pas.
parce que c'est très compliqué. Je pense que les gens ont beaucoup de mal à assimiler le fait qu'on soit TSA. Parce que je le dis directement quand je rencontre quelqu'un, parce que ça fait partie de ma personnalité de ne pas mentir et d'être honnête dès le début dans une relation. J'ai pas envie de cacher des choses, c'est pas la peine, parce que ça ne peut faire que gâcher les choses. Mais bon, souvent, on se retrouve face à pas mal d'incompréhension, toujours des questions, genre oui, mais qu'est-ce qui fait que tu étais ça, etc. Et puis je pense que au vu de mon expérience passée, je suis devenue très exigeante par rapport à mes partenaires. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de faire de concessions. On m'accepte tel que je suis et je n'accepte pas l'autre si quelque chose ne me convient pas. Je ne veux plus arrondir les angles, je les ai déjà trop arrondis pendant 20 ans. Maintenant, je veux quelqu'un avec qui je suis bien et moi-même. Donc voilà, c'est ma situation pour le moment, mais je ne perds pas espoir. Je suis sûre qu'un jour, les choses se feront. Donc mon avenir, comment je l'imagine, c'est très compliqué de me projeter parce que là, pour le moment, je suis un petit peu dans le train-train quotidien, à un peu courir derrière le temps que je n'ai pas. Je fais beaucoup de choses. Dans l'avenir, j'espère surtout avoir beaucoup plus de temps pour me consacrer à mes activités artistiques qui ont une grande importance pour moi. C'est un véritable soin pour moi, l'art, l'expression artistique, ça m'apaise. Mais malheureusement, quand on doit tenir une maison, quand on doit s'occuper d'enfants, c'est compliqué d'avoir du temps pour soi. Si je devais passer un message aux gens qui écoutent, c'est surtout s'écouter soi-même. C'est primordial, je pense. C'est ne jamais douter de soi. Se remettre en question, oui. Mais quand on a un sentiment profond, il faut creuser. Parce que ça permet d'avancer dans la vie. Ne pas rester coincé sur des interrogations ou des blocages ou des mal-être qui peuvent être réglés si on apprend à se connaître et si on prend soin de soi. Ariane nous a parlé d'une femme, conférencière, qui l'a inspirée et lui a permis de se questionner sur son propre diagnostic. Il s'agit d'Alexandra Reynaud. Je me suis alors penchée sur sa vie et j'ai découvert qu'elle était née en 1979. À l'âge de 32 ans, elle a reçu un double diagnostic, syndrome d'Asperger couplé d'un HPI, haut potentiel intellectuel. Ces diagnostics interviennent suite à la mise en lumière de celui de son fils quelques années auparavant. Alexandra Reynaud est la créatrice de 2 blogs, Les Tribulations d'un petit zèbre et Les Tribulations d'une Aspergirl. Elle est également conférencière et auteure et romancière. Connue notamment pour ses ouvrages Les Tribulations d'un petit zèbre qui retrace la vie de son fils depuis son diagnostic et Asperger est fière de l'être dans lequel elle partage son propre parcours diagnostique et personnel. Plus récemment est paru L'enfant atypique, un guide bienveillant à destination des parents d'enfants avec troubles du neurodéveloppement. Merci infiniment Ariane pour ce partage authentique qui, je suis sûre, permettra à beaucoup d'entre nous de se reconnaître et à tous les autres de mieux comprendre. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit message à Ariane en commentaire. Dans le prochain épisode, nous découvrirons l'histoire des enfants d'Ariane. C'était Camille Lombardo et vous avez écouté le 2e épisode de Nos Différences Invisibles, le podcast qui casse les préjugés en matière de TND et donne la parole aux concernés. À très vite!